Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast où on discute de construction de logiciels avec la plateforme .NET. Mon nom est Mario Cardinal. Je suis accompagné de Guy Barrette. Salut Mario, ça va bien? Oui, ça va très bien. Faut pas oublier de dire qu'on est dans les locaux du crime. Crime nous passe gracieusement. Dorsal, hein? Exactement. Puis ça fait partie de leur mission, donc c'est une situation gagnante. Le crime est heureux d'aider la communauté, puis nous, on est heureux de profiter de leurs locaux. Au centre-ville, oui. On a notre invité est avec nous, François Tanguay. Salut François. Bonjour monsieur. Salut. Écoute François, la formule est assez simple. On commence toujours par la biographie et ensuite on traite du sujet à proprement parler. Aujourd'hui, on va parler de Enterprise Library. Puis tout à l'heure, quand on préparait l'émission, on se rendait compte qu'on n'a jamais parlé d'Enterprise Library. Ça fait un peu plus de 4 ans là, qu'on fait le podcast. Et pourtant, c'est un produit ou un outil qui est utilisé là, dans l'entreprise, un peu comme son nom l'indique, qui est très utilisé. On va pouvoir démystifier un petit peu c'est quoi Enterprise Library. Puis aller surtout dans les nouveautés, qu'est-ce qui s'en vient. Guy? Oui. Tu me disais que tu t'amuses beaucoup avec toutes les nouveautés de Visual Studio 2008 parce que tu te prépares pour la formation que tu vas donner en novembre pour Microsoft Canada. Oui, j'ai une formation que je vais donner à quelques reprises au travers du Canada sur Visual Studio 2008. Puis, en fait, l'impression que j'ai, c'est que c'est pas une révolution, mais il y a un tapon de choses nouvelles qui fait en sorte que il y a quand même beaucoup de choses à apprendre, là. Donc, c'est pas une grande révolution parce que, bon, par exemple, Windows Communication Foundation, Presentation Foundation, Workflow, on pouvait le faire en 2005 avec les add-ins ou les extensions là, au designer qu'on pouvait installer. Mais là, tout est bâti, puis c'est vraiment de comprendre un petit peu comment ça marche tout ça. Là. Donc, pas mal de choses, finalement. Puis toi, de ton bord? Toujours à la caisse. Je suis en train de finaliser le cadre de développement.net. Toujours à la caisse. Tu passes à la caisse? À la caisse dépôt et placement. Ça fait presque 1 an là, que je suis en mandat chez eux. Puis j'ai aussi un autre projet avec parce qu'à la caisse, j'ai 2 projets. J'ai un cadre de développement.net qu'on est en train de mettre en place avec Team System, puis toutes les bonnes pratiques. Et bon, un framework aussi corporatif qui vont réutiliser de projet en projet, mais à côté aussi, je suis architecte dans un projet de BI. Puis là, dans les derniers 6 mois, là, j'ai plongé à fond dans tout ce qui est intelligence d'affaires, puis domaine qui peut être passionnant aussi, donc je m'amuse. Puis je grossis l'éventail de mes connaissances, donc c'est pas pire. François, il y a beaucoup de similitudes entre ce que tu fais et ce que moi je fais, parce que tu es un consultant senior, indépendant. Là, ton client principal depuis un peu plus d'1 an, c'est Hydro-Québec. Tout à fait. 1 an déjà. On va vite. Ouais. Je me souviens qu'il y a 2 ans, t'as même passé un moment t'étais à la caisse de dépôt et placement. Oui. Dans le temps que j'étais encore permanent. Une des choses qui te caractérise puis qui nous caractérise probablement les 3, c'est qu'on fait partie de la catégorie des architectes qui en font la nuit. Ben, je dirais pas qu'ils en font la nuit, mais qui se définissent par leur capacité à pas juste faire de l'architecture, mais à coder. Parce que, tu sais, il y a un pattern qui dit architect should code ou puis ça différencie. Je dis pas qu'on n'a pas besoin d'architectes qui travaillent à un autre niveau d'abstraction, les architectes d'entreprise, mais il y a les architectes logiciels, les architectes applicatifs. Si t'es pas capable d'être hands-on, en tout cas, il y a un non-sens. Puis je pense que tu fais partie de notre école. Oui, mais on aime toujours ça, garder la main à la pâte. Là. Tu utilises beaucoup aussi Team System. Oui. Donc, c'est un autre point en commun. Donc, écoute, on a pas mal de points en commun. Ouais. Puis, donc, tu fais beaucoup de contrats dans le domaine bancaire, forcément, chez Hydro-Québec. T'es-tu autorisé à parler un peu de ce que vous faites chez Hydro-Québec? Oui, tout à fait. Ben, je travaille pour le département de finances d'Hydro-Québec présentement. Fait que c'est toutes les applications, là, surtout au niveau back-office, là, autant au niveau de la comptabilité que de la finance. Là, donc, on travaille aussi avec les traders indirectement. Là. Mais c'est un ensemble d'applications. Là, beaucoup d'ETL là, qui voyagent des données un petit peu partout.
de plus en plus d'applications style portail aussi, sans aller jusqu'à utiliser SharePoint, là, mais qui présentent des données, qui présentent des rapports là, sur les différentes features qui ont besoin avec lesquelles ils ont besoin de travailler au quotidien. Là. On est avec technologie presque exclusivement .NET. Fait qu'on a de la chance, malgré tout. On penserait que dans des institutions de cette envergure-là, là, qu'on n'aurait pas la chance de travailler avec les technologies les plus récentes, là, mais c'est quand même intéressant de voir qu'ils sont ouverts au changement, puis qui nous permettent là, de pousser puis d'évoluer. Là. On reste cutting edge, puis on a bien du fun. OK. Écoute, ça fait plus que 10 ans là, que tu fais du développement. Puis moi, une des choses, puis je me souviens quand tu avais gagné, puis je pense que tu l'as gagné plusieurs fois, tu t'es beaucoup impliqué dans des projets open source, entre autres ceux reliés avec Enterprise Library. Puis tu as même gagné des prix, en tout cas des reconnaissances de Microsoft comme étant, le titre exact, c'est le Microsoft Pattern and Practices Champion. Ouais. Donc, mais explique donc, c'est quoi cette histoire-là? Microsoft a un département qui s'appelle Patterns and Practices qui essaie de pousser à la communauté puis de démontrer à la communauté comment bien faire du software, là, parce que Microsoft a un aspect où est-ce qu'ils développent des outils pour t'aider à faire du software, mais là ils ont une équipe spécialisée qui démontre comment bien utiliser leurs outils finalement. Fait que Patterns and Practices, c'est une équipe qui se spécialise surtout sur à axer leurs produits vers les applications d'entreprise. Donc, ils iront pas vers des applications plus spécialisées comme du temps réel puis des choses genre. C'est vraiment broad, le line of business, entre autres. Un des produits qui ont sorti, en plus d'offrir du guidance puis bien d'autres affaires, là, un des produits qui ont sorti, c'est Enterprise Library. C'est un ensemble de features là, qui gère plusieurs aspects des applications au niveau des applications qu'on a besoin de développer au quotidien, là, que ça soit dans les features qu'ils ont développées, ça peut adresser le logging, ça peut adresser la gestion des exceptions, la sécurité, là, ça adresse plusieurs aspects. C'est un des problèmes récurrents qu'on a de projet en projet. Puis eux, dans leur mission de donner des bonnes pratiques, ils sont pas dit on va écrire des documents, on va fournir du code qu'il fait. Ouais, parce que si t'essaies juste d'utiliser le .NET Framework out of the box avec Visual Studio, puis ce qu'il y a au niveau contrôle, là, tu sais, t'as quand même un set limité de features que tu peux utiliser. Là. Il va quand même falloir que tu utilises toi-même, que tu développes toi-même ton logging ou tu relies sur des open source et tout ça. Là. Fait qu'il y a beaucoup. C'est un peu pour formaliser l'utilisation des open source aussi, là, puis donner leur approche, leur solution au problème. Mais à ma connaissance, le Enterprise Library, c'est pas un projet open source. Non. Donc, comment tu t'es retrouvé à toi participer à écrire du code source qui touchait Enterprise Library? Ouais, ben ça c'est une approche nouvelle de Microsoft là, ça a sorti avec leur dernière version de Enterprise Library, là, leur 3.1 là. Ils sont aperçus que la communauté voulait pousser sur différents sites web des updates puis des add-ins pour leur Enterprise Library parce qu'il y a quand même une architecture ouverte dans l'Enterprise Library là. Donc des extensions. Ouais, il y a beaucoup de points d'extension où est-ce que tu peux venir t'attacher pour rajouter du comportement à ce qui offre de base. Avec ça en soi, c'est une bonne chose, mais dans le but de formaliser puis de réunir toutes ces options-là que les gens rajoutent, par exemple, sur une couche d'accès aux données, tu vas avoir un Joe qui va s'en aller faire une implémentation pour Oracle de la couche d'accès aux données. Ben, il voulait réussir à offrir un endroit où réunir tous ces outils additionnels. Un point central. Ouais, tout à fait. Question, puis eux s'occupent présentement certains gens de l'équipe de Patterns and Practices s'occupent de faire des releases de ces projets additionnels-là sur une base puis là, ben, Microsoft a réutilisé leur plateforme pour les projets open source Codeplex. Ouais, Codeplex. Puis là, ils ont créé Enterprise Library Contrib. Oui, ben à vrai dire, la première étape, c'est qu'ils ont transféré tout ce qu'il y avait sur God.net dans le temps sur Codeplex. Puis c'est un projet Codeplex qu'ils ont développé eux-mêmes. Puis ils ont même mis leur projet Enterprise Library là. Fait que Codeplex permet d'offrir de la documentation, permet de voir le change tracking, c'est quoi les nouveaux check-ins qu'ils ont fait. Là. Puis il y a même une interface pour VSTS. Là. Il y a des clients Subversion, puis il y a des clients console aussi. Là. Mais ils ont mis Enterprise Library sur ce site-là, donc on est capable de voir l'évolution au fur et à mesure qu'ils font des releases. Puis à côté, ce qu'ils sont retrouvés à faire, c'est rajouter un autre projet qui est Enterprise Library Contrib, qui est une approche open source avec un license agreement open source. Où est-ce que les gens peuvent venir contribuer, là. D'ailleurs, on a déjà des contributions là, qui avancent. Donc, toi, tu as contribué
plus souvent que la majorité du monde, à Ouais. tel point que t'as gagné le prix de la reconnaissance. Le champion. Ben, le prix datait déjà un petit peu, là. C'est plus parce que je m'étais mêlé beaucoup à la communauté dans leur version 2 du Enterprise Library, puis que j'avais posté, puis offert des commentaires, puis de l'aide sur leur forum, là. C'était plus à ce niveau-là, puis ils voyaient que je démontrais un intérêt, là. Puis je pense que c'était une reconnaissance qu'ils voulaient offrir à ce niveau-là, là. Mm-hmm. Mais oui, ça a eu des répercussions sur mon intérêt dans la version 3, définitivement, là. Puis c'est pas... Des fois, on pense que ça prend quelque chose de magique pour entrer en relation avec les gens de Microsoft, mais c'est juste démontrer un intérêt, dire des choses intelligentes. C'est sûr que si tu dis des choses stupides, les gens vont te mettre le bozo bit assez vite. Là. Mais si ce que tu dis, c'est intelligent, puis que t'apportes à la communauté... Microsoft, en tout cas, les gens de Microsoft vont te spotter assez vite. Ouais. Je sais que si tu vas dans une conférence puis que tu rencontres Tom Hollander, il sait qui est-ce que t'es. Tom Hollander, c'est le Program Manager d'Enterprise Library. Ton nom lui dit beaucoup. Il t'a peut-être jamais rencontré en personne. Pas encore. Mais ton nom lui dit. Il va dire, François. Puis, Ton gay. yeah. Avec l'accent, Ben, les rendus en Australie, là. Ben oui, c'est un Australien. Et c'est un bon point, Mario. Souvent, les gens se disent, mais comment je peux m'approcher de Microsoft ou la façon la plus simple, c'est de participer dans les forums, de montrer de l'intérêt à un produit en particulier. Puis souvent, quand le produit ou la technologie est moins grande, comme par exemple, bon, Enterprise Library est quand même bien utilisé, mais c'est pas supporté par des centaines de personnes, c'est plus facile de se démarquer là ici à ce niveau-là. Ouais, puis surtout maintenant avec des sites comme Codeplex, là, où est-ce que c'est les développeurs Microsoft qui font leur check-in sur certains produits directement là-dessus, puis qui ont des notifications par email quand tu vas écrire un commentaire sur des sujets. Ils reçoivent la réponse, là, ça peut être en dedans de l'heure. Là, des fois, le soir, on va se croiser avec le décalage et tout ça. Là, puis si je poste, là, je vais avoir des réponses dans la minute. Là, fait que c'est presque un chat. Là. Ben, on avait une discussion, moi, et Étienne Tremblay, plus tôt cette semaine, sur le fait que chez Microsoft, le mail est considéré quasiment comme un outil d'IM. Si tu prends, moi, j'ai comme politique de lire mes mails juste 2 fois par jour, donc ça peut me prendre des fois 6 heures, 8 heures avant que je réponde. Puis pour eux, c'est comme Une aberration. puis mais moi je trouve que je suis plus productif comme ça parce que j'aime pas ça avoir le toaster qui flash toujours dans mon ordinateur me dire j'ai reçu un email. Écoute Mario, on est en train de s'emballer. On a commencé l'entrevue puis on n'a pas terminé la bio de François. Tout à fait. Puis donc une des choses aussi sur lesquelles tu t'impliques beaucoup, c'est que tu es en train de monter un framework basé sur Entity Framework. Oui. Quand je parle d'un framework, un framework d'entreprise avec les fameuses couches, présentation, affaires et accès aux données. Puis là, c'est les accès aux données qui vous intéressent le plus avec Entity Framework. Oui, tout à fait. Un autre produit hyper intéressant de Microsoft là, avec un avenir prometteur là, dans lequel ils poussent beaucoup de temps puis qui investissent énormément. Là. Ouais, ça va valoir la peine de faire une émission là-dessus aussi. Oui, tout à fait. Puis aussi, t'es en train de lancer ta propre firme, là, Inventive. Oui, avec Éric Renaud. Donc, beaucoup de projets, hein? Oui, on se tient occupé. On s'ennuie pas. Puis, pour ceux qui sont à Montréal, tu vas présenter au groupe utilisateur, puis un peu plus tard, là, cet automne. Le 5 novembre, ouais. Ouais, ça s'en vient. Très Ça vient vite, hein? Ouais, on va se préparer. Écoute, nous, on fait la pause, puis on revient pour parler là, plus spécifiquement d'Enterprise Library 3.1. Assistez aux rencontres bimensuelles du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et aussi afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.guvsm.net. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies .NET de Microsoft. N'hésitez pas à contacter un de nos consultants experts en visitant le www.net-expertise.com. Retrouvez les liens exacts sur le site de visualstudiotalkshow.com. François, on veut parler d'Enterprise Library version 3.1, mais on a sûrement des auditeurs qui se disent même qu'est-ce que c'est ça, Enterprise Library? Parce que nous, on sait c'est quoi parce qu'on l'utilise dans notre travaux à tous les jours, mais pour le bénéfice de nos auditeurs, peut-être la petite histoire d'Enterprise Library, ça se résumerait, si je te demande de nous faire le elevator pitch, donc en quelques minutes, essayer de situer qu'est-ce que c'est puis pourquoi Microsoft a fait le produit. On monte à 2003, je pense, quand ils ont démarré. Moi, environ. Ça fait déjà un version bon petit 1. bout. Là.
la version 1 déjà, oui. Enterprise Library, c'est un ensemble, un ensemble de features qui adresse tous les aspects non fonctionnels d'une application d'affaires. Ça comprend la lecture puis l'écriture des fichiers de configuration, par exemple. C'est de plus en plus basé sur une nouvelle version du .NET Framework. Là. On sait qu'avec .NET 2.0, là, il y a eu beaucoup d'améliorations à ce niveau-là. Ça gère l'accès aux données. Une abstraction par-dessus encore là, ADONet 2.0. C'est vraiment des façades qui créent puis des couches additionnelles pour simplifier les cas typiques. Ça traite pas tous les cas limites, évidemment, comme n'importe quel framework. Là, Parce qu'un exemple classique, dans la plateforme.net, on donne un support pour la gestion des exceptions. Mais la gestion des exceptions, ça te ferait pas une gestion des erreurs dans une application distribuée. Voilà. Donc, eux te fournissent, entre autres, un application block pour être capable de pouvoir trapper les erreurs, les wrapper ou les renvoyer. Donc, toute cette plomberie-là qu'il faudrait que tu mettes en place, on te la fournit. Puis, ce qui est bien, c'est qu'on te fournit le code source. Donc, c'est une bonne école pour apprendre, pas juste les bonnes pratiques, mais voir du code fait par des professionnels. Donc, du code révisé et documenté. Avec des tests unitaires. Puis, ce qui est quelque chose de quand même assez rare là, quand tu penses à ça, là, d'avoir tous ces éléments-là réunis. Là. Oui, absolument. Puis, un des blocs qui est, je pense, le plus utilisé, c'est celui d'accès aux données. Oui, définitivement. Quoi que ça risque de changer avec les couches d'accès à données à venir, là, tout ce qui a rapport à Link, tout ce qui a rapport au Entity Framework. Là. Mais encore aujourd'hui, effectivement, là, il est utilisé. Là, c'est le Data Access Application Block qui wrap ADONet 2.0 en offrant des services de plus haut niveau. Là. C'est-à-dire que quand on fait un select, ça revient tout le temps à la même chose. Là, c'est de créer une connexion, créer une commande, puis de faire un execute reader, par exemple. Là. Fait que de wrapper tout ça dans une façade de plus haut niveau. De la même façon, quand tu parlais du exception handling, quand on reçoit une exception d'une dépendance qu'on a, on se retrouve tout le temps à faire la même chose. Si on veut se shielder de cette implémentation-là, on va wrapper cette exception-là dans une exception de plus haut niveau. On va peut-être décider de loguer les détails de l'exception, mais c'est toutes des étapes qui se répètent dans chacune de nos méthodes, finalement. Puis en entreprise, qu'est-ce qu'on fait normalement quand on a des choses comme ça qui se répètent? C'est qu'on se crée une librairie. Voilà. Puis la librairie, on la maintient, tout ça, mais c'est du code qui est souvent fait rapidement. Tandis que là, souvent, je décris Enterprise Library comme un set de wrappers, de class wrappers sur des fonctionnalités qui sont un petit peu plus complexes. Puis c'est tout simplement un API là, qu'on va utiliser pour faciliter le développement. Puis c'est ready to use. Là. Il y a des outils visuels pour la configuration de toutes ces choses-là, là, que ce soit les politiques sur la gestion des exceptions, du logging, ou loguer, à quelle fréquence, dans quelle catégorie, c'est-tu de l'audit, c'est-tu du debug. Ça vient tout built-in. Puis jour 1, les gens peuvent commencer à l'utiliser là, sans avoir à apprendre tout un énorme framework, là, puisque c'est des façades. Ça fait une très bonne fondation pour créer ton propre framework d'entreprise parce que tu as déjà une dizaine de problèmes récurrents que Enterprise Library va solutionner pour toi. Si tu as besoin de faire la cryptographie, mais encore là, ils ont fait une petite façade pour te simplifier. Donc, tu n'as pas forcément besoin d'être un expert en cryptographie pour utiliser ce bloc-là et être capable d'avoir un hash ou d'encrypter l'information. Oui, puis même avec 3.1, même 3.0, à vrai dire, là, il y a le Validation Application Block qui te permet d'adresser tous les aspects de validation, que ce soit pour valider les préconditions à l'entrée de tes méthodes, pour faire du design by contract, ou pour valider tes règles d'affaires sur tes objets d'affaires. C'est des choses qui sont possibles puis qu'on se retrouve tout le temps à faire, puis d'agréger ces règles d'affaires-là dans des règles de plus haut niveau, puis faire de la composition de règles. C'est des choses qui sont maintenant possibles avec Alvable. C'est ça, parce que pour ceux qui connaisseraient, qui auraient eu la chance de connaître Enterprise Library, ce qui est nouveau, c'est un nouveau bloc de validation, puis un bloc pour implanter ces politiques d'injection. On va en traiter ça un peu plus en détail un peu plus tard, mais grosso modo, c'est que là, on arrive dans des problèmes de plus en plus complexes, mais réels, puis pour les solutionner, il faut que Microsoft commence à implanter des solutions un peu plus peut-être moins programmation 101 puis un peu plus programmation 401 là, c'est-à-dire des solutions c'est de plus haut niveau définitivement. Déjà à partir de la version 2.0, Microsoft ont pas eu le choix de mettre en place leur propre implémentation d'un mini framework de dependency injection. Oui. Ils n'ont jamais publicisé comme quoi qu'il y avait un bloc pour faire ça. Ils disaient c'est en dessous, ça fait partie du cœur. Puis à quelque part, aujourd'hui, avec le Policy Injection, c'est un peu comme ce framework-là qu'on rend un peu plus public. Mais puis pourquoi ils l'ont pas fait? Probablement c'est parce qu'ils voulaient pas embarquer parce que c'est un sujet assez vaste. Donc ils se sont dit,
on va faire une implémentation pour nos besoins à nous, mais on fera pas un framework de gestion des dépendances ou d'injection de dépendances plutôt. Ouais, parce que c'est un sujet assez vaste, puis les cas limites sont assez vastes également. Là. Il y a Brad Wilson qui travaille sur une nouvelle version du Object Builder, la version 2.0, qui va traiter autant l'aspect du builder pattern, là, de créer des instances de quelque chose, puis des concepts qui se relient à ça, c'est qu'il va adresser l'interception et l'injection, là, fait que c'est tous des aspects additionnels. Ben, prenons quelques minutes, justement. Leur framework s'appelle Object Builder. Puis, on peut peut-être situer pourquoi Microsoft a eu le besoin de faire ça. Parce que, tu sais, c'est quoi, il était pas heureux avec les new? Non, c'est une bonne question. Mais ce qui se passe, c'est que quand tu commences à travailler avec des objets de plus haut niveau, tu as beaucoup de dépendances à gérer. Quand on parle d'utiliser la exception policy, ben ça va dépendre de la configuration pour les policies qui sont configurées, ça va dépendre des attributs sur tes objets et tout ça. Donc, tu as beaucoup de dépendances à utiliser. Pour les assembler ensemble, le pattern reconnu, c'est le factory ou le builder. Fait qu'ils sont venus avec Object Builder. Évidemment, c'est de quoi d'assez ouvert. Il y a une approche stratégie là-dedans où est-ce que tu peux te hooker à peu près n'importe où. Mais si j'utilise le cas des divers blocs, comme par exemple, bon, je reviens à mon Data Access Block parce qu'il est très connu, je l'aime bien. Je veux utiliser le Data Application Block pour faciliter mon accès aux bases de données. L'Object Builder, je le vois pas. Non, t'as pas besoin de t'en soucier. C'est caché en arrière d'une façade, là, par exemple, Database Factory. C'est tout caché en arrière, mais l'implémentation de leur Factory Pattern au niveau de chacun de leurs blocs dépend d'Object Builder. Donc, ça fait partie du cœur. Comme Mario, tu parlais du cœur d'Enterprise Library, c'est l'Object Builder. Oui, tout à fait. Ben, c'est qu'ils sont aperçus, ils ont probablement pas commencé de cette façon-là, puisqu'ils fonctionnent il y en avait pas. Non, puis ils fonctionnent sûrement TDD, fait qu'ils sont aperçus de ce besoin-là plus tard. Mais ils ont pris leur Data Application Block, ils ont pris leur Logging Application Block, puis ils se sont aperçus qu'il y avait des problèmes récurrents sur la façon de construire leur chaîne de provider, puis d'abstraire la construction, parce qu'ils voulaient abstraire ça pour nous offrir des points d'extension. Fait que j'imagine que c'est là que ça. Parce que une des grandes flexibilités que l'Application Block voulait fournir d'entrée de jeu, c'est un concept de provider en disant si par exemple du code pour accéder aux bases de données, ben moi je vais donner un mécanisme d'extension où tu peux me mettre un autre provider, puis par défaut je vais donner celui pour SQL Server, mais si tu vas aller vers DB2 ou si tu vas aller vers Oracle, fournis-moi le provider et le bloc va fonctionner avec. D'ailleurs, c'était une des raisons qui souvent justifiait les entreprises de dire « Ah, je vais prendre l'application block parce que je deviens un peu indépendant de ma solution de ma base de données. » Donc, si tu t'achetais cette flexibilité-là avec un coût très bas, parce que finalement, le framework te le donnait, ou en tout cas, l'application block te le donnait. Mais pour gérer ça, des providers, ben, il y a un pattern de plugin, mais le pattern de plugin, ça veut dire qu'il faut que tu sois capable d'instancier dynamiquement des objets à l'exécution. Puis là, ben, tu rentres dans toutes les problématiques de comment je fais ça. Si je connais pas déjà au lancement quel va être l'objet, ben là, tu es obligé d'avoir une bonne vieille fabrique. Tout à fait. Puis d'où le pourquoi les gens de Microsoft ont bâti Object Builder. Puis moi, je me souviens quand ils ont lancé Object Builder, il y a quoi, 2 ans et demi, j'avais été commencer à regarder le code source de ça. Tu as sûrement fait l'exercice. Oh ouais, plusieurs fois. C'est pas du code facile à suivre. Non. On parle là, de choses, c'est des concepts, mais c'est concepts avancés. Là. Quand on commence à parler de dependency injection, d'interception, puis de builder, puis de factory pattern, c'est quand même des concepts avancés. Là. Dans les entrevues que tu as passées, si t'en as passé à la caisse ou ailleurs, là, quand tu reçois des gens d'entrevue, c'est pas ce type de questions-là que tu poses parce que c'est pas ça au quotidien que les gens ont besoin d'utiliser parce qu'ils servent de fondation déjà établie. Mm-hmm. Mais il y a des gens comme toi puis d'autres, c'est ce qui est patient d'aller voir ce code-là pour justement voir est-ce que je peux utiliser ça dans mes frameworks d'entreprise que je bâtis pour aller plus loin finalement puis peut-être même faire une meilleure séparation entre mes différentes couches de code. Ouais, il y a des gens que c'est Facebook, moi c'est Object Builder. Donc on a parlé d'Object Builder, on a dit qu'il y a des blocs par-dessus qui utilisent Object Builder. Puis là le focus que je voudrais mettre à notre discussion, c'est sur les 2 nouveaux blocs, le bloc de validation puis le fameux policy injection qui implémente du aspect oriented programming, oui. Quelque chose qui me passionne depuis plusieurs années. Je disais, on va commencer par la validation pour être sûr de le couvrir. Oui. Ouais, sinon on va s'emballer. Surtout que la validation est assez facile à expliquer. Oui, tout à fait. Ben validation, c'est pas compliqué, c'est un bloc
qui fait partie d'Enterprise Library, qui permet d'abstraire ou de séparer plutôt l'aspect validation de l'aspect donné. Donc, si on pense à des entités d'affaires, tu vas avoir ton entité d'affaires, puis ça te permet de valider, même de spécifier à l'aide de fichiers de configuration ou d'attributs, comment ton entité devrait se valider dans un scénario donné. Donc, tu fais que la validation devient plus quelque chose que tu programmes, ça devient quasiment déclaratif. Tout à fait. Oh oui, mais c'est basé, de la même façon que Policy Injection est basé sur ce modèle-là, c'est un modèle déclaratif qui te permet de dire, dans telle condition, quand telle condition arrive au niveau de mon objet d'affaires ou de conditions extérieures, mon objet devrait se valider de telle façon. Telle propriété ne devrait pas être nulle, telle autre propriété devrait être vraie. Peux-tu faire des choses du genre, j'ai un champ qui est une string, puis je veux être sûr que ça suit, par exemple, le format au Canada d'un code postal. Oui, tout à fait. Il y a un des validators, parce qu'il y a plusieurs stratégies de validation, plusieurs attributs différents. Il y a un des attributs qui est un regex. Fait que tu peux faire à peu près ce que tu veux avec ça. Tu peux spécifier la longueur maximum de ton champ, si c'est une string, par exemple. Tu peux spécifier un range de valeurs pour un entier ou... Mais là... Donc, si j'utilise pas ce bloc-là, ce que je dois faire dans mon code, dans mes objets ou dans ma logique d'affaires, c'est de dire, OK, est-ce que le champ, par exemple, du code postal est dans le bon format, donc j'utilise le regex pour le valider. Là, tu me dis que on va sortir ce code-là, donc la condition, le if, on va le sortir puis on va le mettre, on va mettre tout cette information-là. Mais il y a plusieurs endroits où tu peux le mettre. Tu peux le mettre sur ton entité d'affaires elle-même. Par exemple, on prend une classe employé. Tu peux mettre ça comme des attributs sur ta classe employée. Fait que c'est quand même cohésif parce que là, tes attributs de validation, ça devient une spécification. Là, c'est du design by contract, là, où est-ce que sur ta propriété first name, tu vas identifier quand mon employé est préféré. Par exemple, s'il arrive dans une condition préférée, le first name doit être spécifié. Donc, il peut pas être nul. Mais le code qui implémente cette custom attribute-là, il est pas rattaché à la classe, qui est ailleurs. Oui, tout à fait. Puis, évidemment, il y a des moments où est-ce qu'on veut effectuer les validations sur une entité d'affaires, c'est avant la sauvegarde ou avant le binder du UI ou de ces situations-là. C'est pas à n'importe quel moment. Fait qu'on va nous-mêmes déclencher, ou il y a des manières automatiques également, là, on va déclencher la validation au moment opportun. Fait que il y a aussi moyen de faire du design by contract, c'est-à-dire au moment où est-ce que tu appelles une méthode, de valider que tu es dans un état cohérent. Mais on n'aura pas à le coder, là, à faire notre condition, notre if. Le if, puis regarder le range de valeurs qui est entre 0 et 100, inclusif, exclusif. C'est tout déclaratif. Ouais. Tu tags avec des attributs directement sur l'objet. Oui. Mais l'Enterprise Library te fournit certains comportements par défaut, mais des fois, tu vas peut-être en avoir que tu veux te bâtir toi-même. Tout à fait. Ça, c'est quoi? C'est un peu comme un custom attribute. C'est une classe à côté que tu développes, que tu programmes, qui doit respecter une interface, j'imagine. Oui, ça faut que tu dérives de validator base, par exemple. Dans les exemples qu'ils fournissent, un bon exemple, c'est qu'ils ont développé un validator qui garantit qu'une string correspond au nom d'un État aux États-Unis, ou c'est l'abréviation d'un État aux États-Unis. Donc, un coup que tu as développé ça, tu l'as fait une fois, tous tes objets d'affaires où tu as besoin de valider que un des champs est bien un État américain, tu fais réappliquer l'attribut, bingo, c'est fait. Oui. Ou tu le spécifies dans un fichier de configuration, ce qui permet, post-implémentation, de juste changer ton fichier de configuration sans avoir besoin de recompiler. Dans un fichier de configuration. Ouais. Là, je pourrais dire, là, dans le fichier de configuration d'Enterprise Library, je pourrais dire, bon, tel champ, je veux qu'il y ait, par exemple, 50 caractères maximum. Oui. Tu peux aller même plus loin que ça. Tu peux dire quand la condition se produit que mon employé devient a un montant plus grand que un montant de commande plus grand que je veux dire plutôt quand mon client a une commande de plus de $1000, je veux que son rabais soit d'au moins 10%. Oh, c'est des conditions qui peuvent être complexes. Donc c'est les règles d'affaires que tu mets dans des fichiers. Donc les analystes d'affaires peuvent bonifier le comportement de ton application en cours de route, changer ça, les faire évoluer. Par exemple, si le gouvernement canadien demain matin décide que la TPS c'est plus 6%, là, mais qui change ça ou qui change les règles, ben là, peut-être même sans changer le code, tu pourrais mettre à jour ton application avec ça, si tu as utilisé. Que ce soit de changer la condition sur laquelle la règle de validation s'applique ou de changer la règle elle-même. La magie se passe où? La magie, elle se passe sur validation.validate. C'est là que elle se passe lorsque tu déclenches ta validation. On va soit aller lire au runtime les attributs qui sont spécifiés sur ta classe. Quand tu dis on va aller lire, le développeur n'aura pas à faire ça. Non. OK. Non, parce que là, on perdrait le développeur 101. Là, non, tout à fait.
OK, donc l'application block là, va vraiment aller... Faut lancer la validation là, OK. à l'aide d'une méthode statique, là, validation.validate. Tu passes ton employé, puis il va te retourner tes résultats en erreur. Puis il y a une belle structure aussi sur les résultats de validation. Quelle propriété de quel objet est en erreur, la hiérarchie qu'on a dû naviguer, parce que ça peut être creux là, quand tu décides de valider, là, ça peut être employé.contact.address.city. Qui donne toute cette arborescence-là, donc oui, tu peux lors de tes vraiment résultats. faire toi appliquer l'intelligence sur le message, sur l'erreur. Tout à fait. Puis il y a même ils ont même des transformers qui vont automatiquement te permettre de binder ces erreurs-là à des error providers dans ton form, par exemple. Mm-hmm. Fait que tu peux avoir visuellement accès à tes erreurs. Donc, tu parlais de formulaire, ça peut fonctionner sur des applications Windows et des applications web? Oui. Ça peut même fonctionner sur des services si on pense à WCF, que tu veux garantir que ton contrôle d'entrée est respecté. Il y a moyen de te hooker dans la chaîne, dans le pipeline de WCF pour rajouter une interface qui va te permettre de lancer la validation sur tes objets rentrants. Tu as parlé au tout début que le type d'objet que dans le scénario de Microsoft sur lequel on voudrait mettre des validations, c'est des business entities. Donc on parle pas d'objets qui sont des contrôleurs qui sont là pour faire pour établir. On parle d'objets qui sont là vraiment plus pour stocker de l'information. Ben évidemment, quand tu lances des règles de validation, tu peux lancer des règles sur des données, là, que ce soit ma définition d'entité d'affaires est quand même assez vaste, là, ça en adresse large. Moi, personnellement, quand je vois ça, il me semble que j'aimerais ça les appliquer sur mes DTO, sur mes objets que je transporte, Oh, ouais. parce que c'est l'endroit où je verrais ça. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens que le DTO par défaut qu'ils utilisent, c'est le dataset. C'est vrai. Est-ce qu'on peut utiliser ça avec des datasets ou finalement si on utilise des datasets, on oublie ça, là, on pourra jamais utiliser ce bloc-là avec des datasets? Ça fonctionne tout à fait avec des datasets. J'admettrai qu'il va probablement falloir que tu te fasses ton custom validator pour certains aspects parce qu'un dataset, ça n'a pas une structure fixe, ça a une structure quand même assez ouverte, loosely type. Là. Donc, ce que tu voudrais valider, c'est souvent une rangée dans telle table de tel dataset, là. Fait que de spécifier ça, il n'y a pas un validator de base qui ont livré, mais c'est relativement facile de s'en développer un là, pour nos propres besoins. Là. Donc, il y aurait deux chemins possibles. Si aujourd'hui on utilise des datasets, tu étends et modifies le comportement pour le faire fonctionner avec datasets, ça c'est un chemin possible. Ou un type dataset. Si tu utilises un type dataset, t'as plus de problème. Parce que c'est comme n'importe quel autre objet. Donc, si tu utilises des types datasets, entre autres, moi c'est une règle que j'impose, les datasets non typés, là, on se tient loin de ça. Mais les datasets typés, on peut vivre avec ça. Ou l'autre chemin, avec les plateformes comme Link qui s'en viennent, c'est de dire, les datasets, on n'a plus besoin. On va littéralement, avec Link, avoir des objets, puis ces objets-là seront nos DTO qu'on transporte. C'est des objets qui savent se sérialiser, qu'on peut transporter sur le fil du serveur vers les clients. Puis à ce moment-là, t'as plus de problème. Vraiment pas. À vrai dire, avec le Validation Application Block, tu peux valider n'importe quel objet, une instance de n'importe quel objet, puis tout ce qu'il faut que tu aies, c'est des propriétés ou des champs disponibles à valider. Fait que peu importe si c'est un type dataset, l'année d'un datetime, tu peux valider n'importe quoi. Mais j'imagine que ça marcherait pas avec des types anonymes. Oui, à vrai dire, ça fonctionne parce que ça fonctionne par réflexion. Tu pourras pas mettre des attributs, mais dans un fichier de configuration, tu vas être capable d'interroger après ça sa propriété, ton anonymous type par réflexion. Ça a de l'allure parce que si tu prends Link, qui génère un type anonyme, tu veux quand même être capable de l'appliquer dessus. Oui, mais il y a un nom à coucher dehors, là. Ah, t'as un bon point. Ouais, c'est comment tu fais pour le définir avec tes attributs. C'est ça, là. que tu connais pas, là. Il aurait fallu que j'écrive un test avant de te répondre. Bon. Les avantages. Ouais. Les avantages, séparation des concerns, encore là, c'est mon buzzword fréquemment. Là. C'est, tu simplifies. Je vais donner un exemple bien simple. Si dans ton client, tu veux avoir une propriété de total amount sur l'ensemble, le montant total de ses commandes, ce que tu t'attends à voir là-dedans, c'est la somme des montants de chacune de ces commandes, plus des rabais applicables, plus les taxes. Tu veux pas voir de logique qui valide que la collection des orders est pas nulle, puis tu veux voir de la logique d'affaires dans tes propriétés d'affaires. Fait qu'en séparant la validation puis en la mettant ailleurs, j'expliquais qu'il y avait à l'aide d'attributs ou de configuration, tu peux aussi te définir des méthodes custom à l'intérieur de ton objet d'affaires qui vont être appelées automatiquement en respectant une certaine syntaxe, là, qui vont être appelées automatiquement par l'engin de validation. Fait que tu peux quand même continuer de mettre ton code de validation dans des méthodes sur tes objets.
puis ils vont être appelés. Mais au moins, c'est l'idée de séparer cette validation-là pour pas l'inclure dans chacune de tes propriétés. C'est ça, il y a toujours le débat. Il y a des gens qui disent, moi, mon cas de validation, me semble, je veux que c'est un comportement que je veux attacher à mon objet. Puis, de la même façon qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui reconnaissent, par exemple, que tout le comportement d'accès aux données, on met plus ça maintenant dans les objets d'affaires. On sort ça, on met ça dans une couche. Ben là, ce que vous dites, c'est de dire, ben, toute la validation, elle pourrait être dans sa propre couche, puis de façon déclarative sur mes objets d'affaires, je définis les comportements attendus. Oui. Puis ça devient pas mal plus simple, là. Au lieu de faire, si t'es pour faire un check pour un nul, pour valider qu'il est pas nul, puis que t'es obligé de faire un if sur ta valeur, puis de comparer avec nul, puis là, de savoir qu'il faut que tu throw un argument null exception en passant le nom du paramètre, plus le message d'erreur. Si au lieu de ça, t'as juste besoin de mettre un attribut qui s'appelle not null, puis qu'automatiquement, lui, va découvrir le nom du paramètre, puis va thrower la bonne exception. Ça simplifie beaucoup le code. Là, parce que puis le code qui fait ça, il a été défini à un seul endroit, une seule place, ouais. Puis il était bien fait. Ouais, habituellement, c'est ceux qui sont en charge du framework qui vont l'avoir défini, donc tes architectes plus souvent qu'autrement, donc tu as des chances, parce que le danger qu'il y a, c'est que là, tu as 150 développeurs qui vont faire 150 implémentations de leur gestion des fameux strings. Il y en a qui sont des implémentations fantastiques, puis il y en a d'autres, ça va être un peu moins bon. Tout à fait. Ça arrive comme ça, c'est ça la vie. Donc, si on donnerait une note de passage à notre validation block. Ah, il passe définitivement, là, parce que juste par le fait que jour 1, t'es capable facilement de l'utiliser, c'est pas intrusif, là. T'as pas des interfaces à respecter, t'as pas de base class de laquelle dériver. T'as un outil de configuration visuelle pour t'aider avec ça si tu décides d'aller vers l'approche configuration. Il passe définitivement. Ma seule crainte, ça serait s'il faut que tu travailles sur des grands ensembles de données en mémoire, s'il faut que tu travailles sur des milliers d'enregistrements à la fois, ou je dirais plus des dizaines ou des centaines de milliers d'enregistrements, parce que j'ai déjà travaillé sur plusieurs dizaines de milliers, puis ça fonctionnait quand même bien, là. Ça sera au niveau de la performance. Ça demeure, mais si t'avais 1 million de strings dans un fichier texte puis t'essayes de loader, je suis pas sûr que j'utiliserais le validator pour valider qu'ils sont pas nuls. Parce qu'il y a quand même il y a un aspect réflexion, aller lire dans des fichiers de configuration, il y a quand même une hiérarchie assez grande. Puisqu'il offre plusieurs points d'extension, faut qu'ils traversent ces points d'extension-là, faut qu'ils aient voir quel provider utiliser, les instancier. Donc, mais dans le type d'application qu'on fait en entreprise, normalement, on rencontrerait pas ce problème-là. Tout à fait. Parfait. Puis l'autre avantage, c'est d'utiliser un bloc comme ça. C'est que très souvent, tes règles de validation, tu vas pouvoir les appliquer du côté client. Mais quand tu reviens du côté serveur, tu veux réappliquer tes règles. Puis là, si ton code est encapsulé à un seul endroit, c'est sûr, il faut avoir des références. Donc, il va falloir que tu te déploies aussi du côté serveur. Mais tu te retrouveras pas à avoir du code qui est dispersé dans 3 millions d'objets différents. Il est tout localisé à un endroit et c'est facile à ce moment-là de dire je réapplique mes règles du côté serveur avant d'écrire dans BD. Oui, puis c'est un super bon exemple que tu amènes parce que en plus, ce que entre autres, le Validation Application Block offre, c'est de composer tes règles. Ça veut dire que tu peux spécifier un subset de règles qui sont présentes sur le client et sur le serveur, puis après ça, sur tes règles qui sont propres au serveur, rajouter d'autres règles, mais réutiliser, leverager toutes tes règles clients sans avoir besoin de le coder ou de le définir 2 fois. Là. Donc, entre autres, les règles, où est-ce qu'il faut que tu fasses des accès au 10, ben tu vas peut-être les faire rouler juste du côté serveur. C'est ça. Vieille technique pratique qu'on a connue avec les premières applications web. Rapidement, on s'est rendu compte que on peut pas toujours retourner sur le serveur pour demander les données. Donc ça, c'est notre premier nouveau bloc. Le deuxième. Le Policy Injection. Policy, dans le terme, nous autres, tu sais, en francophone, policy, on pense au mot politique. Ouais. Puis, est-ce que c'est la bonne traduction? Comment on traduirait l'injection de politique? Ça fait un peu bizarre, hein? Effectivement, je pense, mais politique, c'est quand même un beau terme dans le sens peut-être plus stratégie de la chose, ou est-ce que c'est une politique que tu appliques pour définir quels aspects, on embarque déjà dans les aspects, là, mais quels aspects... On n'aura pas le choix. Non, ben c'est ça, hein, c'est un AOP, là, un Aspect Oriented Programming Framework. Donc, c'est quels aspects ou quelles politiques non fonctionnelles, surtout, appliquées à tes objets. Donc, ils ont mis le mot policy, mais ils auraient pu appeler ça Aspect Injection Application Block. Ouais, ils sont aperçus que aspect, ça avait une connotation buzzword qui était surtout utilisée par les gens un peu plus techniques, là, fait qu'ils voulaient leur donner une nouvelle saveur, là, peut-être pour... Mais je sais que Microsoft se tienne très loin du mot aspect. Pour différentes raisons, ils veulent pas... nous, on dit, écoutez, c'est un framework pour faire du aspect oriented programming. Ils se défendent de ça. Il y a des gens de Microsoft qui diraient, non, c'est un framework pour faire de l'injection de politique. Mais une politique,
dans le sens où est-ce que eux l'entrevoient, c'est tous les bouts de code que tu dois mettre qui sont pas du code d'affaires, c'est du code transversal, de la plomberie, souvent. Par exemple, on parle de logging. Tu sais, les fameux application blocks, c'est sûrement des candidats à être appelés par ce framework-là. Le logging, gestion des erreurs. Puis là, je donne ces exemples-là. T'as peut-être un meilleur exemple de ton côté. Non, mais ça en est deux très bons. Et il y en a d'autres aussi. Le logging, la validation qu'on vient de parler, c'est un autre aspect non fonctionnel. Là. C'est ce qu'ils appellent, eux, des cross-cutting concerns. Mm-hmm. C'est tous les aspects qui se retrouvent partout dans notre application d'entreprise, qui se retrouvent à travers toutes ou plusieurs de nos entités d'affaires. C'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est que la programmation par objet, ce qu'il y avait de bien, c'est que ça nous a permis de vraiment compartimenter notre code selon les entités du domaine d'affaires. Sauf que ces entités-là, ils ont des bouts de code que toutes les entités vont avoir, par exemple, le code pour loguer. Puis ça, il se retrouve dispersé, lui. Si tu as 20 000 objets d'affaires, tu vas avoir 20 000 fois le bout de code pour faire du logging. Puis ce qu'on voudrait, c'est pogner ce bout de code-là, il le sortir de ces objets-là, il le mettre à un seul endroit, parce qu'un des principes de programmation, c'est qu'on devrait écrire du code qu'à un seul endroit. Vrai. Les objets font ça, nous permettent d'écrire un comportement attendu sur une entité à un seul endroit, mais tous les fameux cross-cutting concerns, donc on parle de logging, on parle de validation, on parle de gestion des erreurs, toutes ces choses-là, sécurité, c'est un autre exemple, ça c'est tout tissé un peu partout, puis aujourd'hui, si on n'utilise pas un framework d'aspect oriented programming, on est obligé de le mettre partout. Ouais. Puis là, c'est aussi qu'on devrait pas avoir à soucier de ça au moment où est-ce qu'on développe notre classe commande là, ou notre order. Là. Puis souvent, le code qu'on va mettre dans notre classe commande qui touche la sécurité, qui touche la gestion des erreurs, tout ça, au total, ça peut représenter quasiment 70% du code. Oui, une vaste majorité. On a fait l'exercice, j'ai fait l'exercice encore ce midi, là, de prendre un code qui représentait une implémentation d'une classe d'affaires bien simple, puis d'essayer de la pousser le plus loin que je pouvais pour respecter tous les aspects non fonctionnels en le codant à la classe. Ça dépassait peut-être les 600 ou 700 lignes. Puis après ça, j'utilisais PIAB, Pulse Injection Application Block, pour effectuer l'implémentation de chacun de mes aspects non fonctionnels, puis je réduisais au strict minimum. Là, j'étais en bas de 50 lignes de code dans ma classe. Donc là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que ton code, mettons de ta fameuse, mettons qu'on a une classe customer. Oui. Cette classe-là, on va enlever tout le code qui sont des aspects, le code de sécurité, le code de gestion des erreurs, et de façon juste déclarative, on va venir taguer la classe pour lui dire quand même qu'on veut qu'elle fasse ça. Faut qu'elle continue à faire la sécurité, ces choses-là. Mais on n'aura plus le code, on n'aura plus les if then else. Tout ça va être renvoyé dans un autre objet. Oui, un objet. Microsoft, il y a deux aspects. Il y a l'aspect définition des conditions sous lesquelles un aspect doit être appliqué. Puis il y a l'aspect lui-même, donc la stratégie à utiliser pour effectuer de la sécurité, par exemple. Le premier, dans le monde AOP, il appelle ça des point cut, donc la condition qui doit se produire pour qu'un aspect soit appliqué. Le deuxième, il appelle ça l'aspect lui-même dans le monde AOP. Microsoft ont appelé ça des matching rules dans PIAB, puis on appelait ça des call handlers. Revenons avec ça, parce qu'on a peut-être des auditeurs qui sont familiers avec les concepts aspect oriented programming. Donc, les point cut qui sont vraiment dans le code, l'endroit où on veut que un aspect soit implémenté ou soit tissé. Microsoft utilise quel vocabulaire pour point cut? Matching rule. Mais à vrai dire, quand tu utilises PIAB, c'est la même chose que VAB. Là. Tu peux soit le faire par c'est déclaratif également. Tu peux le faire attribute based ou utiliser un fichier de configuration. Okay. Fait que quand tu viens pour mettre des attributs, tu définis déjà où quelles conditions doit se produire, quelle méthode doit être appelée finalement pour appliquer un aspect. Par exemple, c'est quand tu appelles le save de ta couche d'accès aux données que tu veux faire de la validation, de valider la sécurité également, puis de faire la gestion d'exception. Dans ton code, mettons, tu as une méthode qui s'appellerait save. Oui. Tu vas venir mettre des custom attributes qui vont parler à PIAB, qui vont dire, je veux, par exemple, vérifier ma sécurité, je veux vérifier ma validation. Donc, je veux que tu viennes tisser à cet endroit-là, à ce point de cut-là, à ce matching rule-là, si on prend le vocabulaire Microsoft, le code que je vais avoir déclaré ailleurs, qui est, lui, le fameux aspect. Dans l'aspect orienté programming, c'est notre aspect, oui, qui est une classe. Oh oui, tout à fait. On reste dans un monde orienté objet. Là. On n'a pas créé un nouveau type de composante ou d'éléments qu'on a. C'est une classe. Oui. C'est juste qui respecte une interface.
puis elle va être écrite une seule fois, puis elle va être utilisée. Un peu comme notre validation, on a défini à un seul endroit notre validation, on l'applique à tous les objets d'affaires. Le policy, c'est qu'on prend le concept et on l'étend à peu près à tous ce qui sont des cross-cutting concerns. Ouais, puis il y en a beaucoup plus. On nomme beaucoup ceux qui proviennent de Microsoft ou qui correspondent aux application blocks de Microsoft, mais de faire du thread safety, donc de bien gérer la concurrence ou de gérer l'aspect thread, de gérer l'aspect UI où est-ce que tu dois invoquer quand tu fais un call à Windows Forms, tu dois t'invoquer, il y a une notion de UI thread où est-ce que tu dois te rappeler sur le bon thread. Ben ça c'est d'autres aspects où est-ce que là on monte plus haut, on n'est plus vraiment au niveau des entités d'affaires, mais dans un pattern plus MVC. Quand ton contrôleur parle à ta vue, puis qui rappelle, qui dit à ta vue affiche tel résultat, mais il faut qu'il s'assure que sur la vue il parle au bon thread. Puis là, à ce moment-là, tu ferais ça comment? Juste, t'as de piquer ma curiosité. Ouais, hein? Sur la vue, sur ta méthode show de ton iView, là, dans une approche MVC, t'as je mettre un attribut qui est synchronized, puis qui, je t'avouerai que c'est pas des call handlers built-in. Là, on s'en va dans le détail beaucoup, là. C'est pas des call handlers built-in de Microsoft, là. C'est des choses que tu dois implanter. Non, qui sont disponibles dans la communauté. Ah, ok. On parlait d'Enterprise Library Contrib tantôt, c'est des choses qui sont déjà implémentées dans la communauté. Puis donc, si tu vas voir, par exemple, comment ils ont implanté le Synchronize, comment ils ont programmé cet aspect-là, tu vas probablement voir du code comment découvrir les threads, puis là, il y a tous des concepts d'identité du thread pour retrouver ton thread. Ben, je peux t'en parler. C'est moi qui l'ai fait, là. Mais c'est assez simple. Tu regardes si ton contrôle, si ta vue implémente iSynchronize Invoke, qui est une interface de .NET Framework. Puis si c'est le cas, regarde si if invoke required, qui est le code qu'on ferait normalement pour parler de notre form. On fait invoke puis on appelle notre target finalement. Là, il y a toute une interface où est-ce qu'on reçoit le message qu'on devrait appeler sur le target object. Puis ça te permet de l'invoquer directement. Comme beaucoup de choses. Quand tu regardes le code, il y a juste 10 lignes de code, ça a l'air hyper simple. Ouais. Mais quand faut que tu t'assoies, tu y penses, comment je vais faire ça, c'est là que c'est compliqué. Think more, code less. Ouais. Fait que là, nos objets d'affaires, nos entités, comme par exemple la classe Customer là, que Mario mentionnait tout à l'heure, c'est quoi l'avantage d'utiliser ce bloc-là par rapport à coder directement dans notre classe? Mais les classes d'affaires, là où est-ce qu'on va trouver du policy injection, surtout, c'est pour effectuer automatiquement la validation. Donc, quand tu appelles une méthode update order amount sur ton customer, ça va valider que le montant est pas plus grand. Par exemple, tu as une règle de validation qui serait à valider, qui définit que ton montant peut pas être plus grand qu'1 million pour un customer qui est pas preferred. Mais ça va lancer automatiquement, quand tu appelles ta méthode, ça va lancer automatiquement la validation de tes paramètres, par exemple. Fait que c'est du design, ça nous permet de faire du design by contract automatique sur nos objets d'affaires. Ça veut dire que ça va valider les préconditions automatiquement. Tantôt, quand on parlait, c'est magique, quand est-ce qu'on appelle validation.validate, ben là, avec du policy injection, à chaque fois que tu parles à ton objet d'affaires, tu peux définir sur quelle méthode la validation doit se lancer automatiquement. Donc, quand on parle de policy injection, c'est comme si, je peux prendre le terme, on injecte du code. Ouais, c'est super intéressant ce que tu amènes parce que dans le policy injection, en général, ou plutôt dans l'aspect oriented programming en général, il y a deux approches majeures pour permettre pour tisser les aspects. Ouais, ce qu'on appelle du weaving. Ouais. Il y a la génération de code, puis ça se sépare en deux sous-catégories. Tu peux soit générer du code compile time, donc ça se sépare encore parce que tu peux générer du code à même ton code source. Ça veut dire faut que tu respectes une structure dans tes méthodes. C'est pas ça que Policy Injection fait, là, mais d'autres frameworks AOP fonctionnent comme ça. Dans les années 2002, c'est ce qu'on faisait d'autres chez Codagene. Fait que tu peux générer du code à même ton code source, mais là, tes méthodes doivent respecter une structure pour s'assurer que le code s'insère aux bonnes places et tout ça. L'autre façon, tu peux écrire directement du IL dans tes assemblies post-compilation. Fait qu'il modifie post-compilation les assemblies directement. Fait que ça, c'est une autre façon. Fait que l'autre aspect du code generation, c'est, au lieu d'être compile time, c'est runtime. Ça veut dire, tu demandes c'est souvent à l'intérieur de ta fabrique que ça va se passer. Tu demandes à ta fabrique, voici mon interface de mon objet pour lequel je veux des aspects. Puis il va générer soit une classe dérivée si tu as une approche par méthode virtuelle ou un décorateur si tu as une approche par interface. Il va aller générer du code qui va étendre ta classe. Attends un petit peu, là. Là, tu es en train de me dire que j'ai un objet, j'ai une entité, OK, que j'ai pas codé du tout, là, en pensant, là, au Policy Injection Block. Oui. Et
avec le bloc, je peux injecter là des policies là, finalement. Oui, ben quand on parle de code generation, si on y va avec l'approche soit runtime, là, pas l'approche compile time, parce que là elle est quand même plus facile à comprendre. Là. Si on y va avec l'approche runtime, évidemment qu'il faut que ta classe respecte certaines conditions. C'est soit qu'elle va définir des méthodes virtuelles, fait que ce qui va être généré au runtime, c'est une classe dérivée de ta classe qui va overrider tes méthodes virtuelles puis qui va rajouter du code avant puis après l'appel au base class qui se retrouve à être ta classe. Si t'as pas déclaré de méthode virtuelle, là, ils ont aucune façon, eux autres, pour De venir sauter. s'embarquer puis dire, hey, avant de commencer à exécuter, je veux que tu exécutes ça. Donc, ils ont besoin d'avoir un point d'extension. La deuxième façon de générer du code au runtime, c'est que ton objet d'affaires implémente une interface puis que tu fonctionnes interface-based. Fait que tu fonctionnes pas sur des types concrets, tu fonctionnes sur des interfaces. Puis là, ce qui se retrouve à générer, finalement, c'est un décorateur sur ton interface qui va forwarder tous les calls à ton objet à toi, mais qui va probablement faire du stuff avant puis après l'appel à ton. Là, il y a un coût à ça. Ça veut dire que tu peux plus faire des new. Faut te dire, Non, tu passes toujours par une fabrique. Oui, mais même dans le policy injection, la majorité des AOP frameworks fonctionnent avec des fabriques. Donc, il y a un intermédiaire. Là. La fabrique, c'est l'intermédiaire. Oui. Donc, j'ai mon code qui va passer par la fabrique, donc l'intermédiaire, qui lui va créer ou instancier les différents objets puis injecter le code. Oui, parce que la seule vraie façon, à mon avis, de pas avoir à utiliser de fabrique, c'est de générer du code compile time. Parce que là, c'est directement tes objets qui sont modifiés, puis quand tu fais un new dessus, sont déjà modifiés après. Pourquoi on voudrait faire ça? Pourquoi on voudrait utiliser cette approche-là? Ben, ça revient toujours à la même chose, là. C'est separation of concerns, là. C'est tous tes aspects qui sont non fonctionnels, là, sur les cross-cutting concerns desquels on parle, c'est que tu veux pas les injecter directement, tu veux pas avoir à les développer, tu veux réutiliser ce qui existe déjà, le coder une seule fois, donc tu veux laisser quelqu'un d'autre appliquer ces aspects-là au bon moment, tu veux pas avoir à toi-même rentrer ce code-là dans chacune de tes méthodes, là. Sauf que, est-ce que ça, je me fais un petit peu l'avocat du diable ici, là. Ouais. C'est un beau rôle. Est-ce que ça complique le développement ou le débogage, par exemple, de nos applications, si on a ces différentes couches-là, là, ou cette fabrique-là qui est en plein milieu, là? Le débogage est définitivement affecté, là, parce que tu peux pas voir vraiment ce qui se passe sur ces aspects non fonctionnels-là. On n'a pas encore parlé du deuxième aspect, là, qui est pas l'utilisation de code generation, mais plutôt des proxys. On va y arriver, j'imagine. Mais la seule façon de vraiment voir ce qui se passe dans tes aspects puis de pas avoir eu à écrire ce code-là, c'est que le code soit généré à même ton source code. Là, tu vas être capable de le déboguer. L'autre façon, s'il modifie le IL à même l'assembly, ben là, ton code source est out of sync avec ton assembly. Fait que même là, tu seras pas plus capable de le déboguer. Puis, le coût à payer quand tu prends la génération de code, c'est que tes objets d'affaires sont très petits parce qu'ils font juste implémenter la logique d'affaires, le comportement d'affaires. Mais tous tes aspects, ils sont dans des templates de génération de code parce que faut que t'aies des templates pour venir tisser par-dessus. Parce que, puis, grosso modo, tu te retrouves à avoir, donc, deux types d'artefacts dans ton gestionnaire de code source, tes vrais codes d'objets et des templates. Puis après ça, tu dois absolument régénérer pour déployer. Ouais. C'était toute la complexité qui fait que ça a été une barrière à l'entrée pour beaucoup de monde. Ils disaient, on n'est pas habitué de développer comme ça. D'où pourquoi l'approche dynamique, est celle la plus utilisée maintenant parce que, grosso modo, tu développes des classes. Donc, tu as des classes d'affaires, tu as des classes sur les aspects, et la magie se passe au runtime. Oui. Puis on parle de débogage. Ça a un peu du bon aussi, là, parce que quand tu débogues ton objet d'affaires, tu veux déboguer ta logique d'affaires. Là. Tu veux pas avoir puis t'as pas vraiment quelque chose à déboguer sur la validation de tes préconditions, là, puisque c'est déclaratif. Tu sais c'est quoi tes préconditions. Donc, avoir à déboguer un if qui vérifie que ta variable est pas nulle, ça amène pas vraiment de valeur. Puis ça augmente aussi tout ce qui est cohésion, puis ça diminue le coupling au niveau de tes entités d'affaires, parce que effectivement, si dans chacune de tes classes d'affaires, tu es obligé d'avoir à dealer avec des exceptions, avec de la validation, avec de la sécurité, avec du logging, tu t'ajoutes beaucoup de coupling entre tes objets d'affaires puis tous ces aspects-là. Okay. Ce que ça présume, c'est le jour où tu as développé l'aspect qui s'occupe de la sécurité. Là, c'est sûr que tu vas t'avoir fait des jeux d'objets pour faire des tests, donc un ensemble de tests unitaires. Cet endroit-là, là, tu vas vraiment déboguer, puis un coup que c'est solidifié, que ça marche bien, tu peux le réappliquer à 3 millions d'objets, tu n'as plus besoin de t'en préoccuper, tu sais pas supposé avoir le bug, là. De la même façon qu'on n'a pas ou veut pas avoir à déboguer le .NET Framework lui-même. Absolument, oui. Tu parlais d'un proxy tout à l'heure. Oui, qui est la deuxième façon vraiment d'effectuer du AOP. Au lieu d'y aller avec une approche génération de code, on évoque des proxys. Microsoft, dans le .NET Framework, offre déjà une approche proxy quand on pense pour faire du .NET Remoting, par exemple.
Fait qu'on notre classe dérive de Marshall by Ref, puis automatiquement on a un proxy. Il est créé dynamiquement et automatiquement lorsqu'on traverse des abdomens. Il y a une manière pour nous autres, afin de faire Policy Injection Application Block, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il y a une façon de créer nous-mêmes un proxy, même si on est dans le même abdomen. Puis ça nous donne là effectivement un point où est-ce qu'on peut décider d'appliquer nos call handlers. Mais là, ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose qui traverse pas les abdomens. Donc, on n'est pas out of process pantoute. On est vraiment dans est-ce qu'on reste au même niveau au même trend? Oui. Parce que c'était dans les premières années, là, on parle en 2003-2004, il y a des gens qui ont utilisé entre autres le Marshall by Ref pour faire du AOP. Puis les commentaires du monde, c'est ouais, mais c'est un coût de performance. Là, tu parles, toi, ce que les autres ont implanté dans le Application Block version de Enterprise Library 3.1, il n'y a pas de coût de performance. En tout cas, il y en a un, mais il est très minime. Oui. Mais c'est sûr qu'il y en a un, parce qu'il y a des couches de plus, là. On parle de Marshall by Ref, il y a d'autres approches aussi. Ça demeure que c'est un proxy du runtime remoting. Puis c'est drôle parce que c'est dans le namespace remoting, mais on fait pas vraiment du remoting. On est inner process puis on reste local. Ouais. Mais on peut appliquer des proxys aussi sur des interfaces. Quand je disais, on peut dériver de Marshall by Ref Object, on peut aussi juste implémenter une interface, puis les proxys peuvent être appliqués, puis générer une nouvelle interface qui respecte la même... Qui va respecter le contrat. Qui respecte le contrat, mais ça nous donne un proxy. Puis qui va implémenter tous les aspects en plus du contrat, c'est-à-dire les choses. Mais là, est-ce que tu es limité à avant et après la méthode, ou tu peux même, à l'intérieur d'une méthode, venir appliquer un aspect? Non, c'est avant ou après. Donc ça, c'est une délimitation. Parce que les gens qui ont des langages orientés aspect, comme AspectJ, eux autres peuvent mettre des aspects un peu n'importe où. Oui. Mais les aspects qu'eux ont voulu adresser, quand on passe à du logging, du exception handling. C'est toutes des choses qui se passent même la validation, c'est avant ou après. Puis de toute façon, quand tu rentres à l'intérieur, là, tu cours après le trouble. Oh ouais, t'es mieux de séparer tes méthodes au niveau de ton interface puis intercepter les deux méthodes séparément. Là. Un développeur qui serait intéressé là, par le Policy Injection Block, est-ce qu'il faut qu'il connaisse absolument tous les concepts du domaine là, que tu as mentionné tout à l'heure, ou si c'est quand même assez... Si le bloc là, ou le Enterprise Library a rendu ça assez accessible? Ouais, non, c'est définitivement accessible. Là, quand je parle du Day One, là, c'est vraiment ça. Là, ils peuvent tout est caché. Oui, tout est caché. Ce que tu as à savoir, c'est que soit ton objet pour lequel tu veux appliquer des handlers, puis on va en parler plus en détail de ces handlers-là, lesquels sont disponibles, c'est soit que tu utilises une interface, ce qui est déjà une bonne chose, puis ce qui est déjà pratique commune là, pour différentes raisons, que ce soit pour tester puis moquer, que ce soit pour la gestion des dépendances, on fonctionne de plus en plus, puis on dépend de plus en plus d'interfaces. Fait que déjà là, on va chercher un grand bassin de nos classes, ou tu dérives de Marshall by Ref Object. Si on pense à tous nos contrôles dans une application Windows Forms, dérivent déjà tous de Marshall by Ref Object, fait que tu peux faire déjà de l'interception sur tout ce qui est contrôle. Donc, les développeurs qui nous écoutent, qui sont piqués un petit peu par la curiosité, ils n'ont pas à connaître tous les aspects, là, finalement, du... Ben, par contre, il faut qu'ils se mettent à programmer avec des abstractions, donc avec des interfaces, ce qui est quand même une certaine barrière à l'entrée pour en tout cas une certaine catégorie de développeurs qui sont pas familiers avec ça. Moi, je pense que ces frameworks-là vont vraiment prendre leur envergure le jour où est-ce que la programmation dynamique va être ça va être le langage de base, parce qu'avec la programmation dynamique, tu n'as pas besoin d'interface. Tu vas pouvoir littéralement implanter tes proxys sur les objets directs, parce que finalement, les objets, ça peut être n'importe quoi. Ouais. Mais pour le code reviewer ou l'architecte, ça donne un travail beaucoup plus facile, parce que là, ça donne aux gens une façon où est-ce qu'ils ont beaucoup moins de code à écrire. Là. Quand on parle de passer de 600 lignes à 50 lignes de code dans une classe, là, parce qu'ils ont juste besoin de mettre un attribut, là, ils prennent vite goût. Je t'avouerai. Là. Donc, le coût de dire aujourd'hui, là, en 2007, de dire je me déclare des interfaces, et les bénéfices que tu en retires valent cet effort-là. Puis t'as pas besoin d'attendre 2010, de m'attendre des langages dynamiques, le VB10, ou est-ce que là, je vais pouvoir utiliser ça nativement sans avoir besoin d'interface. Ça vaut pas la peine d'attendre. Non. On a parlé que c'est un framework d'AOP. Microsoft sont pas les premiers, ils sont pas les seuls à avoir développé des frameworks AOP. Il y en a sûrement d'autres pour .NET. Il y en a probablement plusieurs, je les connais pas tous, mais... Ouais, sur .NET, il y en a déjà beaucoup, là, beaucoup dans la communauté open source, là. Il y a Aspect Sharp, il y a Post Sharp, il y a NAspect, il y a Spring.NET. À vrai dire, tous les frameworks
qui offrent une mécanique d'interception quelconque ou de génération de code, ils ont à quelque part une tendance vers un framework AOP. Là. Fait qu'ils offrent déjà des features AOP, puis souvent ils offrent déjà plusieurs handlers ou aspects built-in. Mais pourquoi j'utiliserais un de ces frameworks-là plutôt que celui d'Enterprise Library ou vice-versa, là? Il y en a qui offrent des contraintes différentes, je dirais. Par exemple, il y a des frameworks qui vont permettre de faire de l'interception sur les constructeurs. C'est une limitation de Policy Injection Application Block. Ils permettent pas de faire de l'interception sur les constructeurs parce que ton objet, finalement, est déjà créé au moment où est-ce qu'il applique un proxy. Okay. C'est le genre de contrainte qui peut être tannante pour certaines architectures. Mis à part ça, je veux dire, ne serait-ce que par le fait qu'il est supporté par Microsoft, qui offre un outil de configuration visuelle, puis qui offre quand même une interface assez simple, puis des points d'extension, puis que la majorité, puis qui se branche sur le reste d'Enterprise Library automatiquement. Ils ont déjà offert tous les aspects que Enterprise Library couvre. La seconde qu'on va vers Enterprise Library, ça devient hyper intéressant d'utiliser Piable. Parce que c'est pas un produit ésotérique, c'est utilisé par des milliers d'entreprises, des milliers de développeurs. Est-ce que ce serait possible qu'un autre des bénéfices qu'on retire d'utiliser une approche où est-ce que justement on tisse nos aspects au runtime, avec la multiplication là, des dual core, quad core, c'est-à-dire plusieurs processeurs, est-ce que l'implémentation de Microsoft ne pourrait pas évoluer pour dire, hey, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer sur différents processeurs l'exécution de mes fameuses policies. Puis, je vais en lancer aussi en parallèle l'exécution de ma méthode, puis je vais juste attendre, synchroniser à la fin. Puis là, si les policies sont toutes passées, ma méthode a déjà exécuté, puis à ce moment-là, tu aurais des gains de performance. Ben, t'es définitivement le bienvenu sur Enterprise Library Contrib, là. Ouais. C'est là-dessus que vous travaillez. Ouais, puis t'as iCall Handler à implémenter. Je vais être prêt à t'aider sur une approche. Non, je fais juste dire, il me intéressant. semble que parce que les gains de performance, c'est un incitatif absolument qui force les gens à changer leur habitude de programmation. Si on leur dit, hey, tu fais ça, mais c'est un petit peu, tu sais, t'as un petit effort, mais whoop, regarde comment c'est plus vite. Moi, je sais, entre autres, je suis sûr que Link va pogner parce qu'ils sont en train de s'assurer qu'ils vont être capables de lancer des requêtes sur, si tu as 10 processeurs, ben, pas 10, mais 8 processeurs en parallèle, ta requête va être pas 8 fois plus vite, mais 3-4 fois plus vite. Juste ça va faire que beaucoup de monde vont dire, hey, il faut que j'utilise Link, il faut que j'oublie les datasets, les vieilles façons de faire. Là, peut-être que s'il voit aussi les gains, c'est-à-dire que tout ton code de plomberie est exécuté en parallèle sur des processeurs. Parce que coder ce type d'implémentation-là, c'est compliqué. Fait que si ça vient dans un framework qui est débugué, qui est testé, ben là, on a beaucoup d'avantages. Ah, définitivement, parce que je vois ça vraiment plus comme la performance sur la capacité à livrer rapidement, là. C'est vraiment... Tu peux en un seul attribut dire que toute ta couche d'accès, il y a une gestion des exceptions de fait pour qu'aucune exception propre à SQL, par exemple, sorte de ta couche d'accès. Fait qu'un seul attribut sur ton iData Access, puis bingo, tu l'as là. La même chose avec le logging. Combien de classes, il y a combien de classes dans nos applications pour lesquelles on n'a pas assez de logging, puis qu'on n'a pas la valeur de nos paramètres en entrée, la valeur de nos paramètres en sortie, combien de temps que cette méthode-là a prise. C'est gratuit avec Enterprise Library. Fait que c'est vraiment plus pour laisser le développeur focusser sur l'implémentation de ses besoins d'affaires, puis complètement éliminer toutes sortes de poutines. Là. C'est une approche configuration où est-ce que ça pourrait être fait post-développement, à la limite. Là. Intéressant. En tout cas, moi, ça me fait réfléchir en disant, hey, c'est intéressant. Et ce n'est que 2 des blocs qui sont disponibles dans Enterprise Library. Ah oui, c'est vraiment vaste. Mais c'est ces 2 nouveaux blocs-là qui étendent Enterprise Library, puis ils les amènent à un autre niveau. Autre niveau. Ouais. Où là, pour les architectes d'entreprise, ça devient encore plus intéressant. En plus de t'éviter d'avoir à te bâtir ton framework pour les problèmes récurrents comme le logging, tout ça, t'es capable même de pouvoir mettre en place des stratégies. Oui, parce qu'avant ça, on parle de logging puis de gestion des exceptions avec Exception Policy. Fallait quand même que tu mettes ce code-là dans chacune de tes méthodes. Fait que c'est error prone. Si ton développeur a pas mis le code aux bons endroits de logging, puis fait les calculs, puis loguer les bons paramètres, puis s'assurer que la sécurité est effectuée, tu gagnes rien à utiliser Enterprise Library. Avec les analyseurs de code statique, est-ce que tu peux aussi vérifier, par exemple, si les développeurs ont bien mis les attributs que tu t'attends, ou y aurait-tu aussi ce genre de choses-là qu'on pourrait mettre en force, c'est-à-dire rendre ton architecture un peu plus exécutable parce que tu pourrais vraiment vérifier que tes développeurs, sans que tu aies besoin de faire des revues de code avec eux autres, que tu sais, un peu comme on est capable aujourd'hui de regarder la complexité cyclomatique, mais là on regarderait un peu
combien que d'aspects qui sont appliqués, puis si t'as des objets ou si t'as 0 aspect, tout de suite tu dis faut que j'aille voir ce code-là, il y a quelque chose de bizarre. Ben, FXCOP nous permet définitivement d'analyser du code de cette façon-là. Il faudrait créer nos règles. Ouais, c'est ça. Ça en soi, c'est déjà pas mal plus je dirais complexe que d'utiliser Enterprise Library. La prochaine version d'FXCOP va nous permettre on va attendre qu'il nous simplifie la tâche. Ouais, je pense que ça va être mieux. Ouais, absolument. Écoute, en terminant, est-ce que tu as un site web, un livre, quelque chose qui peut être soit relié à Enterprise Library ou dernièrement quelque chose qui t'a vraiment qui t'a plu puis que tu disais hey, nos auditeurs t'aimeraient ça partager ça avec eux? C'est drôle, ce qui m'allume dernièrement, on en a parlé au début de la discussion, c'est la nouvelle version d'Object Builder 2.0. Là, Brad Wolfson fait des miracles présentement avec ça. Là. Il arrive, il va vraiment amener ça à un point où est-ce qu'on va avoir un framework non seulement d'interception, mais aussi d'injection de dépendance, qui est un buzzword. DIP, c'est un buzzword très populaire de ce temps-ci. Là. Fait que c'est génial. Ça fait partie d'un Coldplex container qui est en train de développer. Là. Fait que si vous allez sur Coldplex, sur le projet de Object Builder, il y a des samples, puis il explique en détail un peu comment ça fonctionne. Mais pourquoi quelqu'un pourrait aller s'intéresser à Object Builder? Qu'est-ce que tu peux faire avec Object Builder? À part t'en servir pour bâtir un framework comme ce que Microsoft a fait avec l'application block, quelles seraient les autres utilités que tu pourrais en tirer parti? Mais le premier évident, c'est que depuis le début de la discussion, on parle qu'on a besoin d'une fabrique pour instancier Policy Injection à partir de nos interfaces puis de notre propre implémentation. Ben Object Builder permet ça. Même le Policy Injection offre une stratégie qui vient se brancher dans Object Builder pour automatiquement, si tu utilises Object Builder, venir automatiquement appliquer Piable dessus. Donc, pour tout ce qui serait justement ton code de plomberie, tes aspects, ça vaut la peine. Y a-tu d'autres raisons pourquoi utiliser DIP, un Dependency Injection Framework, ça pourrait être bénéfique d'un point de vue architecture? Ouais, ben définitivement, là, quand on commence à parler d'inversion de dépendance, par injection, ça simplifie beaucoup l'aspect construction de tes objets parce que là, tes dépendances, tu as juste à spécifier c'est quoi tes dépendances sans avoir besoin de les accepter au constructeur ou d'avoir à construire toi-même ces objets-là. Fait que tu délègues la job au Object Builder ou à la configuration générale de ton application de décider comment tes dépendances. Ce qu'on pourrait dire, si on utilise ça, on peut à ce moment-là être capable de pouvoir se faire des jeux de tests unitaires beaucoup plus simples sans avoir à utiliser des random mocks de ce monde parce que grosso modo, utiliser des mocks, ça devient plus juste une question de configurer, de dire utilise telle instance, telle classe au lieu de telle autre, en mesure où ce qu'elle respecte le contrat, là, l'interface. Je t'avouerai que je continue d'utiliser RhinoMox dans mes tests parce que il m'offre, à partir d'une interface, il m'offre de la moquer, mais cette interface-là de ma dépendance, faut quand même que je la pousse dans mon objet, par exemple mon objet d'affaires ou une couche de plus haut niveau. La façon de la pousser, c'est avec un framework d'injection de dépendance à la Object Builder, mais il y en a tellement d'autres. On pense à Castle, puis... Donc, la personne que tu mentionnais tout à l'heure, est-ce qu'elle a un blog ou... Oui, Brad Wilson, il y a définitivement son blog, on va le mettre sur le site. Exact. Ben écoute, on te remercie. Nous, on fait la pause puis on revient avec les actualités puis ce qui s'en vient au GUVSM. Monsieur Barrette. Monsieur Cardinal. Qu'est-ce qui a retenu votre attention cette semaine? Deux petites choses. La première, la sortie du Release Candidate de Visual Studio 2008, donc Visual Studio l'outil, puis aussi de Team Foundation Server. Donc, les deux produits sont en synchro cette fois-ci, contrairement à la sortie de 2005 où Team Foundation Server était sorti quelques mois après. Donc, le Release Candidate est sorti. Et cet après-midi, n'écoutant que mon courage, je l'ai installé sur mon laptop. Ça roule côte à côte avec la version 2005. Là. Donc, j'ai fait des petits tests cet après-midi. Là, tout semble correct. Là. Puis tout le monde sait que la conférence Dev Connection, qui est prévue pour la mi-novembre, on laisse sous-entendre que les gens vont pouvoir mettre la main sur en tout cas, la rumeur court que ça serait probablement... En fait, non, c'est même pas une rumeur. Sur le site de Dev Connection, ils disent, venez à Dev Connection en novembre, puis vous allez voir la dernière version de Visual Studio 2008. Donc, on est au release candidate, mais on approche bientôt de le RTM, la version officielle. Ouais, le vrai lancement, ça va être en février à peu près, là, dépendamment des marchés, là, mais je sais qu'au Canada, là, ça devrait être cet hiver. Moi, je suis prêt à gager que le jour même où est-ce que Microsoft sort la RTM, notre ami Étienne Tremblay va l'avoir déjà
déjà downloadé sur son poste. Il s'arrange toujours pour aller chercher le jour même. Puis je sais pas ce qu'il fait. Il trouve toujours moyen d'avoir une bande passante qui parce qu'il Regarde, Étienne avait le RC depuis 2 semaines. Là. Ouais, c'est bien. Y a-tu d'autres choses que peut-être le RC Bon oui, il y a d'autres choses. Scott Guthrie qui mon Dieu, le rôle de Scott Guthrie chez Microsoft. Il y a quelques années, Scott s'occupait de l'équipe tout ce qui est web là, ASP.NET et tranquillement pas vite a gobé d'autres équipes de développement. Finalement, je pense qu'il dirige à peu près tout ce qui est développement là, outils de développement et quasiment produit aussi là chez Microsoft. Donc, Scott était à une conférence qui s'appelait alt.net à Austin, Texas. Et il a annoncé le ASP.NET MVC Framework, donc un framework MVC. Puis François, t'as regardé ça un petit peu, hein, je pense, ou t'as regardé la vidéo, il y a une vidéo sur le web, sur le site de Scott Hanselman? Ouais, une vidéo à la main, là, faut pas avoir mal au cœur. Ouais. Faut pas être sensible. Et qu'est-ce que ça te dit, ça, ce framework-là, MVC? Ben, c'est vraiment intéressant, mais c'est suite à une demande très forte de la communauté, là. C'est de quoi que ça fait longtemps qu'on demande puis qu'on fait tous chacun de notre côté, là. Mais en gros, je dirais pas de haut niveau, là, parce que c'est quand même une technologie dans le détail, là. Mais ça permet, que le point d'entrée quand tu rentres dans ASP.NET, ça ne soit plus ta page web elle-même, mais plutôt un contrôleur. Dans une approche MVC où est-ce que ton contrôleur contrôle autant ta vue que ton modèle, mais ça devient ton point d'entrée. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est il y a un front controller qui va faire un mapping des URL en entrée vers une classe concrète qui lance l'exécution d'un flow. Puis il faut dire que ce qui a été annoncé là, c'est vraiment là les balbutiements là de ce que ça va devenir, parce que je voyais Scott Guthrie, il disait bon, on était dans l'avion puis on a développé dans l'avion des petits samples ou des petits ajouts là. Ouais, puis c'est impressionnant de le voir sur la vidéo, gérer autant de personnes puis connaître quand même toutes les tags d'ASP.NET puis de leur nouvelle feature. Là. Ah, c'est incroyable. Mais pour les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent déjà des frameworks de MVC, là, on pense le monde qui sont impliqués avec Castle ou les gens qui font la programmation avec Ruby on Rails. La perception de ces gens-là, est-ce que tu as pu suivre un peu le buzz? Est-ce que le buzz était ouais, ce que Microsoft veut le faire, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de points d'extension, ou le buzz était non, jamais je toucherai à ça? Non, mais il semble intéressé. Évidemment, j'ai pas fait un sondage exclusif sur toute la communauté Ruby, mais sont réceptifs à l'idée. Évidemment, ils en sont encore à leur premier balbutiement, même s'ils proposent une première version, un CTP d'ici la fin de l'année. Mais c'est une technologie que ça fait longtemps que les gens travaillent, puis ils sont inspirés de Rails définitivement. Mm-hmm. Ce que la communauté aime bien, c'est que c'est extensible. Donc, ils vont pouvoir brancher leur propre dependency injection, ils vont pouvoir brancher leur propre implémentation de la vue, parce que la vue devient juste un service de présentation dans une approche MVC. Donc, ils vont pouvoir brancher chacun des morceaux que la communauté aime déjà. Quelqu'un comme toi va pouvoir mettre son Object Builder version 2 avec le pattern MVC, puis ça va fonctionner. Définitivement, même si j'ai l'impression que ça va être l'approche par défaut de Microsoft. Ils réinventeront pas la roue de ce côté-là. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre les liens pour ceux qui sont intéressés par le MVC Framework d'ASP.NET. On va mettre les liens sur le site. Guy, oui. Ce qui s'en vient avec le groupe utilisateur Visual Studio de Montréal, oui. Juste avant novembre, on rappelle que le 27 octobre, c'est le Codecamp Montréal. Oui, donc il reste encore de la place. Inscrivez-vous rapidement. On a 17 conférences sur 4 salles. C'est le samedi 27 octobre 2007. C'est totalement gratuit. Donc, plein de monde qui vont vous présenter des choses sur Visual Studio, sur ASP.NET. Il y a même des conférences Bista. On a une piste qui traite de tout ce qui est dans le monde agile. Mm-hmm. Donc, qui est faite par nos amis de chez Pixis. Et on a, c'est pas petit, là, on a une capacité d'à peu près 375 personnes, donc il reste encore de la place, mais tardez pas, inscrivez-vous rapidement, www.codecampmontréal.com. Puis en novembre, on a François et Éric Renaud qui vont venir nous parler justement du PIAB, Policy Injection Application Block. Donc, et de VAB également. On va vous parler de VAB aussi. Ouais. Donc, si vous avez été intéressé parce que vous avez entendu, c'est peut-être intéressant de voir vraiment les lignes de code, là, voir des démos à l'écran. Donc, c'est le 5 novembre. Puis le 19 novembre, Simon Laroche, qui était un de nos invités il y a 2-3 semaines maintenant, puis Ernst Perpignan. Oui. On nous parler de
Domain Driven Design. D'ailleurs, je rappelle pour ceux qui sont dans la région montréalaise, la semaine prochaine, l'émission va sortir le lundi. Toute la semaine, la conférence Oupsla est à Montréal. Si vous avez une chance, allez jeter un coup d'œil. C'est peut-être l'occasion de pouvoir aller suivre des formations avec les experts qui sont à Montréal. Absolument. Puis, nous, François, on te remercie encore une fois. Oui, merci bien. Merci à vous. Donc, tu augmentes un peu le niveau, l'intensité de nos podcasts avec des sujets un peu plus profonds. Tu augmentes un petit peu mon niveau de compréhension de tout ça. Quoi? Puis, nous, on va souhaiter à nos auditeurs bonne programmation, puis on vous revoit dans 2 semaines. Merci, au revoir. Visual Studio Talk Show.